Dans les deux vidéos précédentes, nous avons parlé de l'exploration des données et du traitement des données manquantes. À présent, nous abordons la dernière phase, la préparation de la base de modélisation. À titre d'exemple, la préparation de la base de modélisation consiste à préparer les données afin qu'elles soient directement exploitables par un modèle de machine learning, c'est-à-dire par des routines informatiques effectuant des calculs mathématiques. L'exemple que je donne ici, c'est celui du retrait des caractères spéciaux. Si la base de données contient des chaînes de caractères désignant des montants avec leurs devises, eh bien il faut les traduire en nombres exploitables par un algorithme, par un modèle. Cela se passe en 3 étapes. La première étape consiste ici à supprimer la virgule. Cela est réalisé par la fonction jsub pour rechercher les virgules. La ligne de code écrite ici recherche la virgule dans la chaîne de caractères x et la remplace par un vide. Cela donne une chaîne de caractères dans laquelle on a retiré la virgule. La deuxième étape consiste donc à faire de même en supprimant le blanc et la devise et à les remplacer par rien du tout, un blanc. On obtient une autre chaîne de caractères avec un nombre. Et enfin, la troisième étape consiste à appliquer la fonction as.numérique pour transformer cette chaîne de caractères et obtenir le nombre associé du type numérique. Une autre opération indispensable également lorsqu'on fait un modèle, c'est de s'assurer que les variables catégorielles sont encodées dans le type factor. Pourquoi? Parce que si une variable catégorielle a 3 modalités, par exemple les valeurs 1, 2 et 3, alors la valeur 3 n'a pas de sens intrinsèque autre que de représenter la modalité numéro 3. En particulier, cela ne signifie pas que c'est 3 fois plus que 1. Cela signifie que la modalité, c'est la modalité numéro 3. On peut très bien imaginer que la modalité 1 signifie couple, la modalité 2 signifie femme seule et la modalité 3 signifie homme seul. L'objectif est donc de transformer les nombres en modalités. La fonction is.factor permet déjà de voir si la variable est encodée dans le type factor. Ici, pour la variable response, eh bien c'est non. Et donc il faut l'encoder avec la fonction as.factor. Cette fonction permet d'encoder la colonne response en un type catégoriel avec 2 modalités. On peut aussi, par ce code, encoder plusieurs variables d'un coup. Une autre opération consiste, lorsqu'il y a plusieurs modalités sur une variable, ce qui est le cas de la variable installment rate, qui a 4 modalités, à transformer cette variable catégorielle en une colonne binaire 0 ou 1 pour chaque modalité. Alors je prends l'exemple de la variable installment rate qui a pour modalité 1, 2, 3 ou 4. Voilà ce que fait le code. Tout d'abord, la fonction unique nous sort le vecteur des différentes modalités prises par la variable catégorielle installment rate. On définit des nouvelles variables, installment rate 1, installment rate 2, installment rate 3, installment rate 4, et pour chacune des modalités, on lui attribue la valeur 1 si la modalité correspond à cette valeur, ou 0 sinon. À titre d'exemple, installment rate 1 vaudra donc 0 ou 1 selon le cas. Ce sera la même chose pour installment rate 2, qui vaudra 0 ou 1 selon que la modalité de la variable installment rate sera à 2 ou non. Idem pour installment rate 3, qui vaudra 0 ou 1, ainsi que pour installment rate 4, qui vaudra 0 ou 1 également. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de supprimer une de ces 4 colonnes, donc par exemple la numéro 4. Et c'est ce que réalise ce code. En effet, si on a 0, 0, 0, cela signifie que la modalité ne vaut pas 1, qu'elle ne vaut pas 2 et qu'elle ne vaut pas 3 non plus. Elle vaut donc forcément 4. Nous n'avons donc pas besoin de cette information redondante dans la colonne numéro 4. On la supprime alors, comme vu précédemment. La préparation des données consiste aussi à en améliorer la qualité et à identifier des problèmes, notamment des outliers, c'est-à-dire des valeurs aberrantes. Et si je regarde par exemple la variable debt ratio, le ratio de dette, qui doit être inférieur à 100% en général, eh bien, vous voyez que ces valeurs peuvent monter jusqu'à 10 000. Il y a donc ici un problème. Toutes ces valeurs-là, représentées sur le graphique, sont aberrantes.
J'ai représenté ici l'histogramme des ratios de dette supérieurs à 10 000, qui sont toutes des valeurs aberrantes. Une autre étape également importante est de mettre les variables toutes à la même échelle. Les variables n'ont pas la même dispersion, et en conséquence, une variable qui a beaucoup moins de dispersion qu'une autre variable, eh bien, a des chances de moins influer sur le modèle. Pour prendre cet effet en compte, j'ai considéré ici la variable âge et la variable montant du crédit. Vous voyez que l'âge, typiquement, est compris entre 20 et 80 ans, c'est-à-dire varie d'un facteur de 1 à 4. Le montant du crédit, rappelez-vous, était compris entre 250 et 18 000 Deutschmark. Donc la dispersion est dans un ratio de 1 à 100. Il y a une différence de variabilité entre ces deux variables, et par conséquent, il faut remettre à l'échelle les deux variables. Alors, cette opération est réalisée par la fonction scale, qui, pour chaque variable, retranche la moyenne de cette variable et divise par la standard déviation de cette variable, l'écart type. Ainsi, on normalise chacune des variables, et donc on redéfinit une variable âge et une variable montant, qui sont recentrées et remises sur une même échelle. Vous voyez que les valeurs des différentes variables, eh bien ici, ont été modifiées. Elles ne veulent plus dire grand-chose pour nous, mais elles seront plus exploitables par le calcul mathématique. La discrétisation des variables continues, notamment lorsqu'on traite dans un modèle à la fois des données catégorielles et des données continues, est aussi une étape importante. Alors pour nous aider à faire cela, les statistiques descriptives univariées et la visualisation des données sont des outils précieux. La discrétisation permet aussi de normaliser les variables entre elles. Et donc il faut vraiment le faire. Je vous donne ici tout d'abord les lignes de code pour la variable âge par exemple. Premièrement, on transforme l'âge en un nombre pour s'assurer qu'on va pouvoir opérer et faire des calculs dessus. Ensuite, si l'âge est inférieur à 25 ans, je lui attribue la modalité 0,25. Si l'âge est compris entre 25 et 35, je lui attribue la modalité 25-35. Si l'âge est compris entre 35 et 45, je lui attribue la modalité 35-45. Et enfin, si l'âge est supérieur à 45, je lui attribue la modalité 45 et au-delà. Notez que nous en profitons au passage pour transformer le type de la variable en factor. J'ai fait la même chose sur les durées de crédit que j'ai discrétisées entre 0 et 12 mois, 12 mois et 20 mois, 20 mois et 30 mois, et au-delà de 30 mois, soit 4 modalités. Au lieu d'utiliser des conditions if-else, qui sont liées les unes aux autres, ce qui fait un code pas toujours facile à lire, notamment quand il y a beaucoup de modalités, vous pouvez utiliser les conditions case-when, ce qui permet de faire un code assez propre. Et donc je l'ai fait sur la variable amount, où j'ai alloué tous les montants de crédit inférieurs à 2500 Deutschmark à la même modalité, donc 0, 2500, inférieur à 2500. Entre 2500 et 5000, j'ai mis cette modalité 2500, 5000, et enfin, au-delà de 5000, j'ai pris la modalité 5000+. Donc 3 modalités pour les montants. Le choix des frontières et le nombre de modalités, évidemment, font partie du travail de modélisation, de la préparation de la base de données, et c'est un élément important dans la performance des modèles. Donc, il faut bien sélectionner le nombre de catégories, le nombre de modalités et les frontières pour ces modalités afin d'avoir des modèles performants. Passons à présent à l'identification des variables ayant le meilleur pouvoir explicatif. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et ça se fait par de la data visualisation. Ça peut se faire aussi par des méthodes statistiques classiques, comme je l'avais mentionné en évaluant enfin le caractère discriminant des variables lorsqu'on n'en prend qu'une, puis une deuxième, puis on en rajoute successivement une troisième, une quatrième, etc. Ceci est une méthode dite forward, où on ajoute successivement les variables par ordre incrémental d'importance, de la plus importante à la moins importante, et en se donnant un critère d'arrêt. Il y a une approche à l'inverse, backward, qui consiste à prendre toutes les variables et à supprimer successivement les variables tant qu'elles n'ont pas d'impact ou qu'elles ont un impact faible sur le pouvoir discriminant. Voilà donc toutes ces méthodes statistiques, je dirais classiques, et qui peuvent à elles seules faire l'objet d'un cours à part entière.
il y a aussi l'utilisation d'un modèle en mode boîte noire. C'est-à-dire, je prends toutes les variables que je récupère dans mes bases de données, je fais un modèle de score et je regarde c'est ce qu'on appelle le feature importance, c'est-à-dire la contribution de chaque variable à la performance du modèle. Et je garde enfin, dans mon modèle final, seulement les variables qui ont un impact sur la significativité du modèle. Je mentionne qu'il faut faire attention dans le choix des variables à ce qu'on appelle le leakage, c'est-à-dire lorsqu'une variable en input est en réalité un output fortement corrélé de manière un peu triviale à la variable response. Et c'est l'exemple dans les modèles de crédit, un modèle de défaut, lorsqu'on utilise comme feature la valeur retard de paiement à 90 jours, alors que la définition du défaut, c'est précisément le retard de paiement à 90 jours. Donc dans ce cas-là, la variable explicative est elle-même l'observation. Cet exemple n'est pas si caricatural, car j'ai déjà pu observer des situations de ce type en pratique. La table de croisement est aussi un outil important dans la sélection des variables, et c'est la fonction crossTable qui permet d'obtenir l'équivalent des tableaux croisés dynamiques que vous connaissez. Voici donc le code qui permet d'obtenir la table de croisement. Alors voilà ce que ça donne lorsqu'on croise la variable response avec la variable checkAccount. Cette variable checkAccount, rappelez-vous, elle a 4 modalités. Découvert, c'est la modalité 0. Modalité 1 pour un solde inférieur à 200 Deutschmark. Modalité 2 pour un solde supérieur à 200. Et quatrième modalité lorsque le client n'a pas de compte courant dans la banque. Ce qui figure dans chacune des cellules, c'est le nombre d'observations et c'est le ratio entre le nombre d'observations et le nombre total d'observations dans la même colonne. Donc par exemple, la première ligne représente le défaut. La deuxième, la survie. Il y a 135 défauts et 139 survies dans le cas où le compte est en découvert, colonne 0. Donc conditionnellement au fait qu'il y a un découvert, la probabilité de défaut est à 50%. Si le compte est créditeur de 200 Deutschmark, les probabilités sont légèrement modifiées et diminuent sensiblement, mais il reste quand même élevé à 40%. Ensuite, lorsque le solde est créditeur au-delà de 200 Deutschmark, vous voyez la probabilité de survie à 80%. La probabilité de défaut passe à 20%. Elle passe en dessous du taux de défaut moyen, qui est de 30% sur l'ensemble du portefeuille. Enfin, pour la quatrième modalité, le taux de défaut est de 10%, alors que le taux de survie est de 90%. Donc vous voyez l'impact de cette variable, qui est très explicative du défaut, et qui va nous donner des indications intéressantes. Alors oui, il faut intégrer cette variable au modèle. Concernant l'échantillonnage des données, on peut dire qu'il s'agit d'un sujet important, notamment lorsqu'on constitue l'ensemble de données d'entraînement et de test. Pour un dataset qui est uniformément distribué, l'échantillonnage aléatoire est suffisant. Mais pour des datasets en grande dimension, bien évidemment, l'échantillonnage peut induire des biais, c'est-à-dire qu'on peut, par malchance, avoir des échantillons de test qui sont biaisés par rapport aux échantillons d'entraînement. Ce qu'il faut réaliser dans l'échantillonnage, ce sont deux ensembles qui sont représentatifs l'un de l'autre et qui n'ont pas de biais l'un par rapport à l'autre. Donc pour cela, il y a de nombreuses techniques, et je mentionne celles de stratified sampling qui sont assez adaptées aux problèmes de machine learning, notamment dans le risque de crédit, ou par exemple si nous avons une surreprésentativité d'une modalité d'une variable. Je mentionne aussi le cas des datasets déséquilibrés sur lesquels il y a peu de défauts. Ce n'est pas le cas pour German Credit Data, qui a un taux de défaut de 30%, mais cela commence à être le cas pour la base Give Me Some Credit. Rappelez-vous, avec ses 7% de taux de défaut. Des taux de défaut encore plus faibles sont fréquents dans le risque de crédit. Les taux de défaut peuvent en effet être inférieurs à 1%. Il faut alors faire le calibrage sur un dataset équilibré et faire ensuite les tests de validité du modèle sur un échantillon réel. Nous pouvons aussi avoir un biais dans les données elles-mêmes. Je mentionne l'exemple ici des catégories socio-professionnelles. Si on a un échantillon de données de calibrage
qui est surreprésentée dans les catégories socio-professionnelles, CSP+, catégorie socio-professionnelle plus, et la base de test qui est sous-représentée dans ces mêmes catégories socio-professionnelles, il y a alors un biais. Il y a un risque d'avoir des modèles de prédiction sous-performants. Alors résumons-nous. La mise au format des données est une étape indispensable à une correcte modélisation. Cela inclut le choix du type de chaque variable, le traitement des valeurs aberrantes, la mise à l'échelle des variables les unes par rapport aux autres, l'échantillonnage des bases de calibrage, des bases de cross-validation et des bases de test constitue la dernière étape de la préparation des bases avant le développement des modèles.